Un jeune fermier trouve une mariée millionnaire, agrippée à un arbre, au bord d'une falaise. Ce qu'il fait ensuite est impensable. Le vent hurlait bas à travers les pins alors que la dernière lumière du jour disparaissait derrière la crête. Jacques resserra la sangle de la selle de son cheval, tapotant doucement l'encolure de l'animal pendant qu'il buvait à l'abreuvoir à côté de la grange. Les étoiles commençaient à peine à émerger, dispersées dans le ciel de velours au-dessus de son ranch à flanc de montagne. C'était paisible, jusqu'à ce qu'un cri déchire l'air nocturne. Le cri d'une femme. « Aigu, desespère. » Proche. Jacques se ficha. « À l'aide. S'il vous plaît. Quelqu'un. » Non. La voix était faible, mais elle était réelle. Il laissa tomber la brosse à sel et courut, ses bottes martelant la terre sèche alors qu'il sprintait vers le son. Le cri retentit à nouveau, plus clair cette fois, venant de la direction de la falaise sud, le précipice abrupt au bord de sa terre, où les bois s'éclaircissaient et laissaient place à une descente verticale mortelle. Il atteignit la lisière des arbres, le cœur battant dans sa poitrine. « Hola !» cria-t-il. « Où êtes-vous » Puis il l'entendit. Pas un cri cette fois, mais un sanglot. Et autre chose. Un murmure de branches ployant sous la pression. Il s'avança prudemment vers le bord, le faisceau de sa lampe de poche fendant l'obscurité, et elle était là. Une femme, suspendue au-dessus de l'abîme, agrippée à une branche étroite qui sortait précairement de la paroi rocheuse. Sa robe blanche était déchirée, maculée de terre et de sang, et chatoyait faiblement sous le clair de lune. Ses doigts étaient crispés autour de la branche, les jointures pâles sous l'effort. Ses jambes pendaient dans le vide, ses cheveux étaient un désordre emmêlé, son visage, le peu qu'il pouvait en voir, était un portrait de terreur. « S'il vous plaît, » suffoqua-t-elle, à peine audible. « S'il vous plaît, ne me laissez pas tomber. Ils ont essayé de me tuer. » Jacques tomba à genoux, rampant jusqu'au bord. Il pouvait voir la branche pliée à chacun de ses mouvements tremblants. Elle ne tiendrait plus très longtemps. « Je vous vois. Vous allez bien. Je vous tiens, d'accord, tenez bon. » Sa voix était calme, mais à l'intérieur, il était en pleine course. Il n'avait pas le temps d'appeler à l'aide, pas le temps de réfléchir. Elle glissait, centimètre par centimètre. Il attrapa la corde enroulée attachée à sa ceinture, il la gardait toujours avec lui pour travailler dans les champs et les clôtures, et l'ancra à une grosse racine voisine. Rapidement, il enroula l'autre extrémité autour de sa taille et commença à se laisser descendre, calant ses bottes contre le flanc de la falaise. « Écoutez-moi, » dit-il, la voix ferme. « J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Je vais vous atteindre, mais vous devez rester aussi immobile que possible. » « Je glisse, » pleura-t-elle. « Je ne peux pas tenir. »« Vous pouvez, » dit-il fermement, « juste un peu plus longtemps. » L'écorce lui éraflait les bras alors qu'il descendait. Des cailloux se détachaient sous ses pieds et tombaient dans le vide noir en contrebas. Lorsqu'il fut assez près, il tendit la main. « Je suis Jacques, » dit-il en tendant la main. « Je vous tiens. » Ses yeux se fixèrent sur les siens, larges et humides de peur. « Je suis Vivian, » halta-t-elle. Il pensait que j'étais morte. Il l'atteignit juste au moment où la branche émit un craquement fort et esséurant. « Maintenant, Vivian !» cria-t-il. Elle lâcha prise, se jetant vers lui, et il attrapa son poignet juste à temps. Son poids le tira vers le bas, la corde se tendit brusquement, mais il tint bon, serrant les dents. Il tira de toutes ses forces, la remontant centimètre par centimètre sur la paroi rocheuse vers la sécurité. Au-dessus d'eux, la racine gémit. La corde glissa d'un cran. Jack revala essai panique. Presque là, grogna-t-il. Ne regardez pas en bas. Je l'ai déjà fait, murmura-t-elle, des larmes striant son visage maculé de terre. D'une dernière traction, il la hissa au sommet. Elle se précipita par-dessus le bord, s'effondrant sur la terre ferme juste au moment où la branche à laquelle elle s'était accrochée se cassa et plongea dans l'obscurité en contrebas. Le bruit de son éclatement contre les rochers, loin en dessous, fut comme un coup de feu. Jacques se hissa une seconde plus tard, la poitrine haletante. La terre collait à ses mains, du sang coulait d'une coupure sur son avant-bras, mais il s'en moquait. Il la regarda. Vivian se recroquevilla sur elle-même, tremblante, à bout de souffle, sanglotant dans ses mains. Il s'agenouilla à côté d'elle, posant doucement une main sur son épaule. « C'est fini, » dit-il doucement. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Elle se tourna vers lui, les yeux larges et vides. Puis elle se jeta à son cou et pleura contre sa poitrine.
Il pensait que j'étais morte, répéta-t-elle, la voix brisée. Jacques la serra contre lui pendant qu'elle tremblait, ses yeux scrutant la lisière des arbres au-delà. De quoi qu'elle se soit échappée, ce n'était pas encore fini. Mais pour cette nuit, elle était vivante et il l'avait. Jacques guida la femme tremblante à travers les bois silencieux et éclairés par la lune. Les seuls bruits sous les arbres bruissants étaient sa respiration laborieuse et le doux craquement des brindilles sous leurs pieds. Sa main restait doucement au creux de son dos, ferme et discrète, prête à la rattraper si ses genoux cédaient à nouveau. Elle était pieds nus maintenant, les chaussures qu'elle portait autrefois probablement perdues quelque part près du bord de cette falaise. Sa robe de mariée traînait mollement dans la terre et les feuilles, lourde d'humidité et du poids d'une nuit qu'elle ne pourrait jamais effacer. Elle trébucha une fois et la main de Jacques se pressa légèrement plus fort, la maintenant droite. Elle ne le regarda pas, mais son épaule s'appuya très légèrement contre la sienne. Ça, il le savait, c'était de la confiance. Une confiance fragile, sans mots. Au moment où ils atteignirent la modeste cabane en rondin nichée près de la crête, les premières lueurs de l'aube s'étiraient à l'horizon comme de doux coups de pinceau. Le ciel passa de l'encre à l'ardoise, puis au plus faible murmure de bleu. Les montagnes se dressaient comme des sentinelles silencieuses au loin, leurs contours doux dans la lumière naissante. Jacques ouvrit la porte en bois et actionna l'interrupteur près de l'entrée. Une unique lampe s'alluma, projetant un halo chaleureux sur les murs lambrissés de pin et dans l'espace simple et habité. La cabane sentait le cèdre, les vieux livres et la plus infime trace du café du matin, flottant encore dans l'air. « Voilà, » dit Jacques doucement, attrapant la couverture la plus épaisse qu'il put trouver sur le dossier du canapé. Il la lui tendit doucement, sans toucher sa peau, et la guida vers les coussins de cuir usé. « Vous êtes en sécurité ici. » Vivian s'assit lentement, serrant la couverture étroitement autour de ses épaules, comme un bouclier. Ses yeux bougeaient constamment, scrutant les coins de la cabane, puis se dirigeant vers les fenêtres. Elle tressaillit lorsque les lames de plancher craquèrent sous les pas de Jacques. Sa respiration était toujours courte et saccadée, et ses lèvres bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Jacques s'agenouilla à quelques mètres de là, les bras reposant légèrement sur ses genoux. Il garda sa voix basse, sa présence ancrée. « Vous allez bien maintenant. Personne ne vous trouvera ici. » Vivian ne répondit pas immédiatement. Elle regarda par la fenêtre les bois sombres au-delà, son expression gardée, hantée. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix se brisa d'épuisement. « Vous ne comprenez pas ?» dit-elle. « Il me cherche. Il me trouve toujours. » Jack attendait. « Qui ?» Elle hésita, déglutissant difficilement, puis « Je m'appelle Vivian Rothwell. Mon père possède Rothwell Capital, l'une des plus grandes institutions bancaires de la côte est. Je suis son unique enfant, l'héritière de tout. » Les sourcils de Jacques se levèrent, mais il ne parla pas. Il la laissa continuer. « Ils ont arrangé un mariage, » dit-elle, sa voix perdant toute trace d'émotion. « Avec Vincent Hale. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Il n'est pas seulement puissant, il est dangereux. Charismatique quand il le veut, mais froid, manipulateur. Il n'aime personne, juste la possession. » Elle serra la couverture plus fort autour d'elle. Je ne voulais pas aller jusqu'au bout. J'ai supplié mes parents d'arrêter ça, mais pour eux, j'étais juste une manœuvre stratégique, un moyen de fusionner des empires. Je n'avais pas d'importance, juste mon nom. Sa voix baissa alors que ses yeux se tournaient vers la fenêtre. J'ai découvert que Vincent ne m'avait jamais voulu, pas vraiment. Il voulait le nom Rothwell, les médias, l'accès. J'étais une clé pour débloquer plus de pouvoir, elle prit une inspiration tremblante. Alors j'ai fui, la nuit avant le mariage. Mon chauffeur, quelqu'un en qui j'avais confiance, m'a aidé à m'échapper. Nous avons roulé toute la nuit. Je pensais que j'avais réussi, que j'étais enfin libre. Jack resta immobile, écoute. Mais ils m'ont trouvé, murmura-t-elle. Les hommes de Vincent, pas des gardes du corps ordinaire, des professionnels, impitoyables. Ils nous ont pourchassés sur les routes de montagne. Mon chauffeur, je crois qu'ils l'ont attrapé. Je l'ai entendu crier, mais je n'ai pas regardé en arrière. Elle se tourna alors vers Jacques, les yeux larges, hantés. J'ai couru jusqu'à ce qu'il n'y ait plus nulle part où aller. Le bord de la falaise. J'ai glissé. Je me suis agrippé à cette branche. J'ai pensé, peut-être qu'il m'aiderait à remonter. Sa voix se brisa, et ses mains agrippèrent le bord de la couverture. Ils n'ont pas aidé. Ils ont regardé,
et puis ils m'ont poussé. Un silence épais s'installa autour d'eux. Ils voulaient ma mort. Les mots flottaient dans l'air comme de la glace. Le sang-froid de Vivian craqua. Elle laissa tomber son visage dans ses mains, et les sanglots vinrent, rauques, haletants, irrépressibles. Des années de peur, de silence et de contrôle se brisèrent dans une tempête de chagrin. Jacques glissa sur le canapé, s'asseyant à côté d'elle, sans la toucher, juste assez près pour lui apporter son soutien. « Ils ont échoué » dit-il doucement. « Vous êtes toujours là. » Elle hocha la tête à travers ses larmes. « Je ne sais pas comment cette branche m'a retenu, ni comment vous m'avez trouvé. Ça n'a pas d'importance, répondit Jacques. Vous êtes vivante, et vous n'êtes pas seule. Vivian se tourna vers lui, les yeux gonflés mais fermes. Vous ne me connaissez même pas. Je n'ai pas besoin de ça, dit-il. Je sais ce qu'ils ont essayé de faire, et je sais que vous ne le méritiez pas. Mais vous méritez de guérir, de respirer. Pendant un moment, aucun ne parla. Le soleil monta plus haut, déversant un or doux à travers la fenêtre. Les bois à l'extérieur s'agitèrent, les oiseaux se réveillèrent, la journée commença. À l'intérieur, Vivian était assise tranquillement, sa respiration se régularisant, ses yeux ne dardant plus vers les ombres. L'obscurité était toujours là, mais pour la première fois, elle crut qu'il pourrait y avoir de la lumière au-delà, et c'était le commencement. Les jours passèrent lentement, comme si la forêt elle-même avait accepté de donner du temps à Vivian. Elle resta cachée dans la cabane de Jacques, son nom jamais prononcé à voix haute au-delà de ses murs de bois. Il ne la pressa pas plus qu'elle ne pouvait donner. Au lieu de cela, il lui offrit ce qu'il avait. Des matins calmes, des repas chauds et un endroit qui semblait, pour une fois, épargné par le pouvoir et les attentes. Vivian quittait rarement la cabane les premiers jours. La nuit, elle se réveillait en sursaut avec des cris silencieux, hantée par la sensation de chute, du sol qui n'arrivait jamais. Ses chaussures restaient aux pieds, même sous les couvertures. Son téléphone, maintenant sans signal ni batterie, n'était jamais hors de portée, tenu comme une bouée de sauvetage, ou peut-être une arme contre les fantômes qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle craignait toujours. Jack remarqua. Il remarquait tout, mais il ne le soulignait jamais. Il la laissait s'asseoir en silence, ou l'aidait à ratisser les feuilles. Il lui donnait de l'espace, et lentement elle commença à le remplir. Ils trouvèrent du réconfort dans la routine. Jacques lui apprit à brosser les chevaux et à nourrir les poules. Elle lui montra comment faire de vraies crêpes, pas celles, sèches, auxquelles il était habitué. Parfois, ils écoutaient de vieux disques en balayant le porche. D'autres fois, ils partageaient simplement un café en silence. Un après-midi, Vivian se tenait dans la minuscule cuisine, étalant de la pâte pour des biscuits, les manches saupoudrées de farine. Jacques s'appuyait contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, la regardant avec un doux sourire. « Je ne t'ai jamais vu sourire comme ça avant, » dit-il. Vivian leva les yeux, surprise. « Comme quoi ? Comme si tu avais oublié ce qui te poursuivait, » répondit-il. Elle hésita, puis esquissa un petit sourire, presque timide. Peut-être que oui, pour un moment. Jacques ne répondait jamais par de grands mots, juste un signe de tête, ou un regard chaleureux qui disait tout. Dès la deuxième semaine, elle commença à l'aider à lire certains rapports financiers d'une coopérative en difficulté que Jacques essayait de soutenir. Les chiffres avaient toujours été son langage. Elle marquait les pages avec des notes autocollantes, expliquant les choses doucement. Jacques écoutait, apprenant plus d'elle en quelques heures qu'il ne l'avait fait en des années d'atelier par correspondance. Un soir, juste après le coucher du soleil, ils étaient assis sur le porche arrière, regardant le ciel viré au bleu marine. Le son des grillons bourdonnait autour d'eux. Vivian serra ses mains autour d'une tasse de chocolat chaud, les genoux ramenés contre sa poitrine. « Tu penses parfois, dit-elle doucement, à ce que tu serais si le monde ne t'avait pas fait ce que tu es. » Jacques se tourna vers elle. « Je pense que je serai toujours ici, avec une cabane, un cheval, peut-être une meilleure paire de bottes. » Elle sourit à nouveau. La paix qu'ils avaient construite semblait réelle, jusqu'à la nuit où elle se brisa. Il était tard, les étoiles brillaient. Jacques finissait ses corvées dans la grange pendant que Vivian lavait la vaisselle. Puis vint le son, aigu, soudain, déplacé. Une brindille qui craque juste au-delà de la lisière des arbres. Jack s'y figia. La tête de Vivian se tourna brusquement vers la fenêtre. Ils se rencontrèrent à la porte d'entrée, les yeux rivés l'un à l'autre. Jacques attrapa la lampe de poche, tendit à Vivian une petite hache dessous l'escalier. Aucun ne dit un mot. Ils se dirigèrent ensemble vers le bruit,
Jacques légèrement en avant. La lampe de poche balaya le sol, attrapant un mouvement entre les arbres. Jacques fit signe à Vivian de rester derrière lui. Un autre son, plus proche, un bruissement dans les feuilles. Puis le silence. Jacques balaya lentement le faisceau. C'est alors qu'il le vit. À moitié enfoui dans le sol près de la lisière des bois, un mégot de cigarette, mais pas n'importe lequel. Un mégot roulé sur mesure, à bout doré, exactement la marque que Jacques se souvenait que Vivian avait mentionnée en décrivant la sécurité personnelle de Vincent. Rare, importé, utilisé uniquement par ses hommes les plus d'élite. Jacques le ramassa lentement, se tournant vers Vivian. Son visage se vida de toutes couleurs. Elle recula, sa respiration s'accélérant. « Non » murmura-t-elle. « Non, non, non. »« Vivian, dit Jack Dowsmet. Nous ne savons pas si c'est. Ils m'ont trouvé. » Sa voix se brisa, montant. Ils étaient là, à observer, à attendre. Elle recula en titubant vers la maison, tout son corps tremblant. « Ils savent que je suis vivante, » alta-t-elle. « Ils arrivent. » Jacques la saisit par les épaules, la ramenant à la réalité. « Regarde-moi, » dit-il, ferme mais calme. « Tu n'es pas seul. Nous n'allons pas paniquer. Nous allons être intelligents. Nous allons traverser ça. Ensemble. » Vivian plongea son regard dans le sien, cherchant une faille dans sa résolution, mais il n'y en avait aucune. Pourtant, la peur en elle était réelle. Elle avait goûté à la sécurité, juste assez longtemps pour se souvenir de ce que cela signifiait, et maintenant cela risquait de lui échapper. Mais Jacques était toujours debout, et pour la première fois, elle aussi. La cabane était silencieuse, éclairée seulement par la lueur vacillante de la cheminée, mais à l'intérieur une tempête se préparait. Jacques était assis en face de Vivian à la table de la cuisine, un ordinateur portable ouvert entre eux. Le visage à l'écran appartenait à Nathalie Rode, une journaliste d'investigation connue pour avoir dénoncé la corruption dans les entreprises, et à côté d'elle se trouvait Marcus Lagne, un avocat spécialisé dans les droits civiques réputé pour faire tomber des hommes intouchables. « Nous n'avons qu'une seule chance, » dit Nathalie, la voix ferme. « Si nous voulons faire tomber Vincent, nous avons besoin de preuves irréfutables, enregistrées, de sa propre bouche. » Vivian hocha lentement la tête, les doigts étroitement liés tandis que la cellule nous l'attirons. Marcus S.E. Pincha en avant. Vous le contactez, vous lui dites que vous voulez revenir. Dites-lui que vous regrettez d'avoir fui. Organisez une rencontre dans un endroit isolé, un endroit que nous contrôlons. Vivian jeta un coup d'œil à Jacques. Il lui fit un signe de tête silencieux. Un plan fut établi. Vivian enverrait un SMS à Vincent depuis un téléphone prépayé, implorant une rencontre privée. Le lieu, un chalet de montagne abandonné à 1 heure du ranch de Jacques, oublié depuis longtemps des touristes et discrètement loué par Marcus pour l'opération d'infiltration. Le jour de la rencontre, les nuages pesaient bas sur les sommets, enveloppant la forêt d'une brume glaciale. Vivian portait un micro caché sous ses vêtements, le microphone reposant juste au-dessus de ses côtes, chaque mot devant être diffusé en direct à l'équipe à l'extérieur. Une petite oreillette lui permettait d'entendre Marcus, qui alerterait les officiers qui attendaient à proximité. Jacques la conduisit au début du sentier mais resta en retrait, se fondant dans l'équipe en tant qu'ouvrier effectuant des réparations. En chemise de flanelle et en jean usé, il ne ressemblait à rien de plus qu'à une silhouette d'arrière-plan. Mais ses yeux ne quittèrent jamais la porte une fois que Vivian fut entré. Le chalet était sombre, poussiéreux et silencieux, exactement comme ils en avaient besoin. Vivian se tenait près de la cheminée fissurée, le cœur battant. Chaque pas l'avait mené à ce moment. Puis, des pas, le craquement lourd de bottes sur des planchers de bois. Vincent Hale franchit le seuil comme un homme revenant réclamer sa propriété. Il avait exactement la même apparence, habillé cher, confiant, froid. « Vivian, » dit-il en écartant les bras, « tu as enfin retrouvé la raison. » Elle se redressa. « Je voulais parler, en privé. » Il s'approcha, le sourire narquois ne quittant jamais son visage. « Je t'ai tout donné, tu sais, un avenir, un nom, et tu l'as jeté parce que tu pensais que l'amour importait plus que l'héritage. »« Je n'ai rien jeté. » dit-elle. « Toi essayed m'ituer. Il rit. Tais-toi. Vivian, ma chérie, s'il te plaît. Je leur ai dit de te faire peur, de te sec. Ah ouais, tu es dramatique comme toujours. Elle ne s'y a pas. Tu as payé des hommes pour me pourchasser au bord d'une falaise. » La voix de Vincent baissa, un ronronnement venimeux.
Tu as rendu les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Tu aurais juste dû marcher jusqu'à l'autel. Nous aurions tous les deux été riches, adorés, intouchables. Tu penses que l'argent fait disparaître ça? Je pense que le pouvoir le fait. Il se pencha plus près. Je possède des juges, Vivian. Des journalistes. Ton petit spectacle ici? Pathétique. Vivian pencha la tête. Alors tu l'admets. Le sourire de Vincent tressaillit. Admettre quoi? Que je t'ai sauvé. Que je t'ai donné plus que ce que tu n'as jamais mérité. Le cœur de Vivian s'emballa. Non, que tu as orchestré ma chute, que tu as ordonné ma mort. Il y eut une pause, un temps trop long. Le masque de Vincent glissa. J'ai nettoyé tes dégâts, grogna-t-il. Je t'ai couverte. J'ai payé ces hommes pour m'assurer que tu ne gâcherais pas tout. Tu n'étais jamais censé survivre. Le souffle de Vivian se coupa. Je t'ai donné une vie, siffla Vincent en s'avançant, sa voix aiguë et basse, et je peux la reprendre. Il leva une main juste au moment où Jacques jaillissait par l'entrée arrière, les poings serrés. Éloigne-toi d'elle, cria Jacques. Vincent se retourna, surpris mais pas effrayé. Le cow-boy, ricana-t-il. Comme c'est pittoresque. Il se jeta sur Vivian, lui attrapant le bras avec assez de force pour la meurtrir. Elle poussa un cri, mais le son fut noyé par le hurlement soudain des sirènes. La police envahit le chalet, armes au poing. Ne bougez plus, les mains où l'on peut les voir. Vincent relâcha Vivian instantanément, essayant de reculer. Marcus se précipita à l'intérieur, tenant l'appareil d'enregistrement. On a tout enregistré, annonça-t-il. Check MOT. Les yeux de Vincent s'écarquillèrent alors qu'il réalisait que c'était fini. Tandis qu'il le menottait, Vivian s'effondra dans les bras de Jacques, son corps tremblant, non pas de peur mais de soulagement. Du poids qui tombait enfin. Tu l'as fait, murmura Jacques en la serrant fort. Non, dit-elle, la voix ferme maintenant. Nous l'avons fait. Les jours qui suivirent l'arrestation de Vincent se propagèrent dans le monde comme une onde de choc sismique, ne laissant aucun coin des médias intact. Chaque organe de presse, des chaînes nationales aux commentaires de fin de soirée, afficha son nom en gros titres, en caractères gras et impitoyables. Vincent Hale, milliardaire ou monstre. Mensonge de pouvoir et mariage fondé sur la peur. Les images vidéo de lui sortant menotté d'un palais de justice tournaient en boucle, encadrées par des flashs d'appareils photo et des journalistes criant des questions qu'ils n'avaient plus le luxe d'ignorer. Les réseaux sociaux explosèrent, les hashtags devinrent viraux du jour au lendemain. Pour la première fois, l'image lisse d'un magnate philanthrope laissa place à une réalité bien plus sombre, un prédateur enfin dépouillé de son illusion. Et derrière cette chute, le courage discret d'une femme dont le nom resta légalement scellé, mais dont la voix devint l'étincelle de quelque chose de bien plus grand que la vengeance. L'histoire de Vivian, partagée anonymement, résonna à travers le monde. D'autres femmes se manifestèrent. Certaines avaient été ses assistantes, d'autres d'anciennes partenaires amoureuses, des stagiaires ou des employés d'entreprises absorbés par son empire. Leurs histoires étaient presque identiques. Des vies méticuleusement contrôlées, des menaces dissimulées sous des sourires, des récompenses brandies en échange du silence. Ce qui avait commencé comme des chuchotements devint un rugissement collectif, un règlement de compte. Dans les coins tranquilles des cafés et les salles de pause bruyantes des bureaux, des femmes qui s'étaient autrefois senties seules réalisèrent qu'elles ne l'étaient pas. Et Vivian, bien qu'elle ne se soit jamais tenue à un podium ni n'ait révélé son visage, devint le symbole discret de ce que signifiait dire non, survivre, se relever. La famille Rothwell, autrefois fière de s'aligner sur le succès de Vincent, présenta des excuses télévisées. Le patriarche se tenait avec raideur derrière un pupitre, flanqué de cadres et d'avocats, et lut une déclaration préparée. Ils s'excusèrent pour leur silence, pour leur complaisance, pour la douleur causée par la priorisation des affaires sur l'humanité. Vivian le regarda une fois depuis le canapé de Jacques, puis éteignit l'écran. Ce chapitre était clos. Le procès devant commencer et un nouveau nom légal enregistré sous protection fédérale, Vivian fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle éteignit son téléphone prépayé et le jeta au feu. Il siffla, crépita, puis disparut en cendres. Elle sourit alors que les dernières braises s'embrasaient. Son passé, pour la première fois, ne la hantait plus. Le retour au ranch fut calme, sans annonce. Pas d'hélicoptère au-dessus, pas de journalistes postés au bout du long chemin de gravier,
juste le camion de Jacques qui entrait dans l'allée et le hennissement doux et familier des chevaux qui attendaient près de la clôture. La cabane se dressait exactement comme il l'avait laissée, usée par le temps mais solide, chaude du soleil, de fin d'après-midi. Vivian sortit du camion et prit une longue inspiration de l'air frais des hautes montagnes. Elle ferma les yeux et expira, lentement et profondément, sentant le poids qu'elle avait porté si longtemps commencer enfin à se lever. Ce n'était plus une cachette. C'était chez elle. À l'intérieur, le temps s'était arrêté. Les 2 tasses à café restaient sur l'étagère, là où elle les avait laissées, la même couverture pliée soigneusement sur l'accoudoir du canapé. Le journal de jardin à moitié rempli qu'elle avait autrefois couvert de plants de semis et de croquis reposait près de la fenêtre, intact depuis la nuit de l'opération. Jacques ne dit rien. Il se tenait derrière elle, la regardant redécouvrir la vie qu'elle avait mise en pause. Quand elle se tourna, il sourit, ce sourire calme et rassurant qui ne lui avait jamais demandé d'être autre chose qu'elle-même. Ce soir-là, ils s'assirent ensemble sur le porche, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. Le coucher de soleil peignait le ciel de touches d'orange et de rose doré, projetant de longues ombres sur les collines et transformant les arbres en silhouettes. De la vapeur s'élevait de leurs tasses. L'air était calme. Vivian regardait la brise traverser les arbres, douce et rythmée, comme une berceuse familière. Autrefois, je pensais que la liberté signifiait l'évasion, dit-elle, sa voix un fil doux dans le silence du crépuscule. S'éloigner de lui, du nom, des yeux qui observaient toujours. Jack n'est pas la passe. Il la regarde simplement, attendait. Mais ce n'est pas ça, continua-t-elle en se tournant vers lui. Ce n'est pas fuir. C'est choisir. Choisir ou vivre. Choisir qui je veux être. Choisir qui je veux à mes côtés. Elle prit sa main, le geste simple mais plein de sens. La liberté, ce n'est pas se cacher, dit-elle. C'est choisir qui je veux être. Avec toi. Les doigts de Jacques se refermèrent sur les siens. Pas de réponse dramatique. Juste de la présence, de la force, un amour tranquille. Vivian appuya sa tête sur son épaule, les yeux fixés sur l'horizon, où le soleil plongeait lentement derrière les sommets. Plus de fuite. Plus besoin de regarder par-dessus son épaule. Elle avait fait son choix. Et dans le silence, dans l'immobilité de cette soirée dorée, Vivian trouva quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Une vie qui était vraiment la sienne. Et ceci, ce commencement doux, ancré, intrépide, fut le moment où tout commença vraiment. Le matin était clair. Le genre de clarté qui ne venait qu'après des jours de pluie. Le ciel d'un bleu doux et infini, sans un seul nuage en vue. L'air était vif, empli de l'odeur terreuse des pins, et une légère brise bruissait à travers les arbres entourant le ranch. Jacques se tenait au bord du porche, contemplant les sentiers forestiers derrière leur maison, quand il se retourna et trouva Vivian qui l'observait, sa tasse de café serrée entre ses 2 mains. « Envie d'une promenade ?» demanda-t-il, avec désinvolture, comme si c'était un matin ordinaire. Mais ses yeux contenaient quelque chose de plus profond, quelque chose d'inexprimé, mais tranquillement certain. Vivian l'étudia un instant, puis sourit, glissant sa main dans la sienne sans hésitation. « Montre le chemin » dit-elle doucement, curieuse, mais parfaitement contente de suivre. Ils marchèrent ensemble à travers les bois familiers, côte à côte, le craquement des feuilles sous leurs pieds marquant leur rythme. Les pas de Vivian étaient maintenant assurés. Il n'y avait aucune peur dans sa façon de se déplacer, seulement de l'émerveillement. Elle n'était pas revenue dans cette partie de la forêt depuis cette nuit terrifiante, la nuit où elle s'était accrochée à un fil de vie au bord d'une falaise, suspendue entre ce monde et l'autre. Mais aujourd'hui, son cœur ne s'emballait pas, son souffle ne se coupait pas de panique. Aujourd'hui, elle marchait vers cet endroit. Alors qu'ils atteignaient une petite crête, les arbres s'écartèrent, et elle s'arrêta, le souffle coupé. La falaise, cette falaise, se dressait juste devant, mais ce n'était plus le même endroit où elle avait failli tout perdre. Elle avait changé. Les rochers déchiquetés et les broussailles sauvages avaient été défrichés. À leur place se dressait une petite plateforme en bois, solide et lisse, s'étendant juste assez pour offrir une vue complète de la vallée en contrebas. Une rambarde rustique, faite de cèdres et de vieilles cordes, encadrait le bord, et des fleurs sauvages s'épanouissaient le long du sentier nouvellement aménagé. Un simple banc en bois faisait face à l'horizon. Vivian fit quelques pas hésitants en avant, les yeux écarquillés. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle, la voix à peine plus qu'un murmure. Jacques hocha la tête,
sont tout aussi doux. Je voulais te le rendre, non pas comme l'endroit où tout a failli se terminer, mais où tout a vraiment commencé. » Ses yeux s'emplirent de larmes alors qu'elle s'approchait de la balustrade. La vue s'étendait à l'infini, des collines ondulantes baignées de soleil, des champs dorés au loin, le vent effleurant doucement son visage comme un ami perdu de longue date. Elle ferma les yeux un instant et respira profondément. Il n'y avait plus d'angoisse ici maintenant, seulement la paix. Quand elle se retourna, Jacques se tenait à quelques pas derrière elle, les mains dans les poches, la regardant d'un regard calme et constant. « C'est l'endroit où tu as choisi de vivre, » dit-il, sa voix s'étranglant légèrement d'émotion. « Maintenant, choisiras-tu de vivre avec moi ?» Vivian resta figé un instant, submergé, puis ses lèvres s'entr'ouvrirent et un lent sourire radieux illumina son visage. Des larmes coulèrent sur ses joues, non pas de tristesse, mais d'une joie si profonde qu'elle l'enracina à la terre. Elle ne parla pas d'abord. Au lieu de cela, elle plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un petit objet, usé et patiné. Elle se dirigea vers lui et ouvrit sa paume. C'était un bracelet, tressé avec soin à partir d'un bout de corde. La corde était effilochée, ses fibres inégales et rugueuses, mais elle était solide, familière. Les yeux de Jacques s'écarquillèrent légèrement. « C'est ça? C'est la corde que tu as utilisée pour me sauver » murmura-t-elle en s'approchant encore plus. « J'en ai gardé un morceau, tout ce temps. » Elle prit sa main dans la sienne, soulevant doucement son poignet. « J'ai fait ça comme un rappel, que lorsque tout le reste s'effondrait, quelque chose tenait encore. » Et puis, avec des mains qui ne tremblaient plus, elle lui passa le bracelet de corde au poignet. « J'étais suspendue entre la vie et la mort, » dit-elle, la voix épaisse d'émotion. « Et aujourd'hui, je choisis la vie avec toi. » Jacques resta silencieux, abasourdi, toutes les émotions remontant à la surface. Il baissa les yeux sur le bracelet de corde qui entourait maintenant son poignet, puis sur la femme devant lui, la femme qui était autrefois tombée et qui se tenait maintenant plus forte que jamais. Sans dire un mot, il l'attira à lui et la serra dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. Elle l'enlaça étroitement, et ensemble ils se tinrent serrés comme si le monde avait enfin cessé de tourner. Le vent murmurait à travers les arbres, la vallée s'étendait à l'infini derrière eux, l'endroit où tout avait failli se terminer était devenu tout autre chose. Ce n'était plus le bord d'une falaise, c'était le commencement de l'éternité. Le champ fleurissait sauvagement sous une douce brise, les hautes herbes ondulant comme des vagues sous la chaleur du soleil de l'après-midi. C'était le genre de journée où même le ciel semblait sourire. Sans nuages et lumineux, une toile bleue brillante s'étirait au-dessus de la terre. Les papillons voletaient parmi les fleurs sauvages, et les abeilles bourdonnaient paresseusement à travers les parcelles de trèfle en fleurs. L'odeur de pin de la forêt voisine, mélangée au doux parfum ensoleillé des fleurs, créait une sorte d'immobilité que seule la nature pouvait contenir. Au bord de la prairie, où les arbres se dressaient comme des témoins silencieux et où les falaises se trouvaient juste au-delà du voile de verdure, une simple arche en bois s'élevait du sol. Elle avait été construite par Jacques et quelques amis, rien d'extravagant, juste des poutres poncées à la main et de la ficelle, enveloppées de vignes sauvages et de fleurs blanches que Vivian avait cueillies elle-même ce matin-là. En dessous, Jacques se tenait droit, son expression habituellement stoïque adoucie par la chaleur dans ses yeux et le léger tremblement de ses doigts alors qu'il ajustait son col. Son costume était modeste, le tissu léger, parfait pour le plein air, mais il y avait quelque chose d'intemporel dans sa façon de se tenir, comme si la terre elle-même l'avait façonné pour ce moment. Il gardait son regard fixé sur le chemin entre les chaises, de simples bancs en bois empruntés aux voisins, et attendait. Puis il la vit. Vivian entra pieds nus dans la clairière, l'herbe effleurant doucement ses jambes. Sa robe flottait autour d'elle comme une brume à l'aube, du lin doux, de la couleur d'un espoir tranquille. Elle l'avait cousue elle-même, chaque point un murmure de son voyage. La dentelle avait autrefois appartenu à sa mère, des mouchoirs rangés dans un coffre en cèdre, oublié depuis longtemps. Les boutons provenaient de la robe qu'elle portait la nuit où son ancienne vie avait failli prendre fin. Elle les avait récupérés, polis, et tissés dans quelque chose de nouveau. Maintenant, la robe lui appartenait, non pas à un nom de famille ou à un homme qui avait essayé de la revendiquer, mais à la femme qui avait survécu. Le souffle de Jacques se coupa dans sa gorge, alors que leurs yeux se rencontraient. Vivian sourit, un sourire profond et radieux qui ne parlait pas de contes de fées ou de fin parfaite, mais d'endurance, de guérison,
de choix de l'amour après la peur. Derrière, elle gambadait Lily, la petite fille qu'ils avaient adoptée 6 mois plus tôt. Elle portait un panier rempli de pétales de fleurs, qu'elle jetait joyeusement en l'air, riant alors qu'il pleuvait autour d'elle. Sa robe était assortie à celle de Vivian, cousue dans les mêmes chutes de tissu. Ses boucles rebondissaient follement à chaque pirouette, son rire résonnant à travers la prairie comme de la musique. La petite foule d'invités se leva de leur siège. Pas des centaines, juste une poignée d'amis, de voisins, et les quelques personnes qui les avaient soutenus à travers tout. Il n'y avait pas de journalistes, pas de flash d'appareils photo, juste des sourires partagés et des yeux larmoyants. Vivian atteignit l'arche et prit les mains de Jacques dans les siennes. Tout le reste s'estompa. Le vent se calma, les oiseaux se turent, la forêt, les falaises, la terre elle-même semblait retenir leur souffle. Sa voix tremblait, mais pas de peur. Aucun d'entre nous ne choisit où il commence, dit-elle, les yeux rivés sur ceux de Jacques. Je n'ai pas choisi les chaînes, la peur, ni la chute, mais j'ai choisi de vivre. J'ai choisi de me battre, et aujourd'hui je choisis de recommencer, avec toi. La voix de Jacques, quand elle vint, était profonde et ferme. Tu n'as jamais été brisé, juste en attente d'être libre, et je passerai chaque jour à te rappeler cette liberté. Ils s'embrassèrent sous l'arche, lentement et sûrement, tandis que Lily jetait les derniers de ses pétales avec un cri de joie. Les invités applaudirent, certains essuyant des larmes de leurs yeux alors qu'une douce mélodie acoustique s'élevait d'un haut-parleur voisin, porté doucement par le vent. Vivian rit alors que Jacques l'entraînait dans une pirouette, sa robe tourbillonnant autour de ses jambes. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit légère, non pas parce qu'elle avait oublié le passé, mais parce qu'elle avait revendiqué l'avenir. Plus tard, alors que le soleil plongeait sous les montagnes et que le ciel virait aux lavandes et aux roses, Jacques mena 3 chevaux hors de la grange. Un pour lui, un pour Vivian et un plus petit, fougueux, pour Lily. Ils montèrent ensemble, leurs silhouettes brillantes dans le crépuscule. Ils chevauchèrent lentement à travers la forêt, où la lumière filtrait à travers les arbres en traînées dorées. Le sentier serpentait vers les falaises, l'endroit même où Vivian s'était autrefois accroché à la vie, son avenir ne tenant qu'à un fil. Maintenant, ce sentier était bordé de fleurs sauvages, et là où la peur persistait autrefois, il y avait la paix. La lune monta haut, projetant un éclat argenté sur la terre, et juste au moment où ils atteignaient le belvédère, l'horizon devant eux rougit de la première promesse dorée de l'aube. Ils ne s'arrêtèrent pas. Ils avancèrent, 3 cœurs, une famille, à travers l'endroit même qui avait autrefois marqué une fin. Maintenant, c'était le commencement, et le chemin à venir chatoyé de lumière. Alors que le soleil se levait sur le bord du monde, éclairant un lieu autrefois rempli de peur, une nouvelle histoire s'écrivait, non pas dans la tragédie, mais dans le triomphe. Vivian, Jacques et la petite Lily prouvèrent que même les falaises les plus sombres peuvent mener aux commencements les plus lumineux, lorsque l'amour, le courage et le choix se rencontrent. Ce n'était pas seulement une histoire de survie, c'était une histoire de reconquête de la vie, de transformation de la douleur en objectif, de choix de l'amour non pas parce qu'il le faut, mais parce qu'on est enfin libre, aussi. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a fait croire aux secondes chances ou vous a rappelé que la guérison est possible, veuillez prendre un moment pour vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Ici, nous partageons des récits vrais et puissants de résilience, d'amour et d'espoir. Des histoires qui parlent à l'âme. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, peu importe la distance de votre chute, il y a toujours un chemin pour revenir à la lumière.